Bienvenue dans Leader RSE, le podcast de l'ACA qui a pour but de diffuser les retours d'expérience des responsables RSE qui ont réussi à faire bouger les lignes dans leur entreprise. Moi, c'est Baptiste Frelot et nous allons découvrir ensemble de nombreuses méthodes concrètes et directement applicables. Bonne écoute! Bonjour Florence, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors avant qu'on se lance dans le vif du sujet, j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter ton parcours et nous expliquer les différents postes sur lesquels tu as été chez Carrefour jusqu'à aujourd'hui? Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors moi je suis depuis 12 ans chez Carrefour. J'ai effectivement eu un parcours divers. Tout d'abord, j'ai commencé en tant que responsable qualité à l'épicerie sucrée. J'ai un diplôme d'ingénieur agronome, donc j'ai commencé par faire la qualité sur les produits d'épicerie sucrée, donc les glaces, la pâte à tartiner, le miel, plein de bonnes choses. Et puis j'ai fait la transition vers la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et j'étais responsable RSE produit. Ma mission, c'était d'accompagner les fournisseurs à avoir des approvisionnements plus responsables, d'où le lien avec l'épicerie sucrée, puisque je travaillais par exemple sur les sujets de l'huile de palme. Et ensuite, la RSE produit a évolué chez Carrefour vers une RSE plus globale. Enfin, toutes les différentes équipes de la RSE se sont regroupées en une seule équipe. Et j'ai été responsable de l'animation des communautés d'engagement chez Carrefour. C'était un job passionnant que j'ai fait pendant quelques années. Et puis, il y a 2 ans bientôt, j'ai changé d'équipe. Et je fais partie désormais de la diversité et de l'inclusion au sein de la direction de l'engagement. Et je suis responsable de la politique handicap du groupe Carrefour. Donc vous allez me dire rien à voir par rapport à l'épicerie sucrée et à mes débuts chez Carrefour. Mais le fil conducteur, le fil rouge de mon parcours professionnel, c'est de mettre du sens dans mes actions au quotidien et de travailler avec les collaborateurs, les clients, vraiment sur des sujets très humains et passionnants. Bon, tu as eu des missions globalement très variées, tu as fait déjà plein de choses en 12 ans. Tu l'as évoqué subtilement, tu as parlé de ce sujet d'animation, communauté d'engagement, et tu es notamment à l'origine de la création d'une première communauté d'ambassadeurs RSE au niveau des collaborateurs Carrefour. Il me semble qu'elle s'appelle le Club des ambassadeurs engagés. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire derrière sa création et les objectifs? Exactement. Alors, chez Carrefour, j'étais, comme je l'ai dit, animatrice des communautés d'engagement et on a créé une communauté, au départ une communauté internationale qui s'appelle la communauté des super-héros. Les super-héros, ce sont des collaborateurs et des collaboratrices qui sont engagés sur les sujets de RSE, les sujets du bien manger, de l'anti-gaspillage alimentaire, du plastique, etc. Et donc, c'est dans chaque pays, on a des collaborateurs volontaires qui travaillent sur ces thématiques-là. Et en France, ils ont le nom d'ambassadeurs engagés. Donc la communauté française de nos super-héros, ce sont les ambassadeurs engagés en France. Bon, et comme un club sur la partie collaborateur, ça suffisait pas, tu t'es dit que ça vaudrait le coup aussi de créer un deuxième club, deuxième communauté d'ambassadeurs, cette fois au niveau des clients et pas au niveau des collaborateurs. Et celui-là, il s'appelle le Club des consommateurs engagés. Pareil, est-ce que tu peux nous raconter son histoire et les objectifs derrière sa création? Alors les ambassadeurs engagés, donc les collaborateurs engagés, juste pour placer dans le temps, ils sont nés en 2018 et en 2020, on s'est dit que ce serait super chouette de faire un équivalent effectivement côté client. Et donc ce sont les consommateurs engagés. Donc là, alors on ne dit pas clients engagés, parce que justement la force de ce collectif, de cette communauté de consommateurs engagés, c'est que ce ne sont pas forcément des clients Carrefour. Ce sont des hommes et des femmes qui ont envie de transformer le modèle de la grande distribution et qui, eux, pour le coup, vont agir sur des sujets axés 100% RSE, pousser les sujets sur le vrac, sur la consigne, le réemploi, l'agriculture raisonnée, voilà, tous ces sujets très contemporains pour essayer de faire que la grande distribution soit le plus vertueux possible. C'est une super mise en contexte pour l'origine un peu de ces deux clubs-là. Bon, tu le sais, l'objectif d'aujourd'hui, c'est principalement de creuser plein d'aspects autour de ces réseaux d'ambassadeurs-là. Ce qui m'intéresserait d'abord, c'est de comprendre comment vous les avez constitués. Comment vous avez, pour chacun de ces deux clubs, recruté les premiers ambassadeurs au début,
Puis ensuite, au fil de l'eau, vu qu'il y a d'abord ceux que tu recrutes au début, puis ceux que tu vas recruter dans le temps long, par quel levier, qu'est-ce qui a le mieux marché et qu'est-ce qui a potentiellement moins bien marché, vu que j'imagine qu'il y a eu aussi des erreurs. Alors, concernant les collaborateurs, donc nos ambassadeurs engagés, en fait, on a repéré dans l'entreprise des collaborateurs qui étaient volontaires, toujours partants pour agir sur nos sujets RSE. Quand on travaille à la RSE, on a toujours besoin d'alliés dans l'entreprise, de trouver des personnes qui vont accepter de tester les choses. Et on avait toujours des volontaires qui levaient la main en priorité. Et donc, ce sont ces personnes-là qu'on est allé voir pour les recruter dans notre club des ambassadeurs engagés. Et ces ambassadeurs aujourd'hui sont toujours là, ils sont toujours fidèles au poste et du coup on peut toujours compter sur eux. C'est vraiment les pionniers, les voilà nos guides dans cette communauté d'ambassadeurs engagés, ceux sur qui on peut toujours compter et ceux qui vont faire en sorte que de nouvelles personnes vont rentrer dans la communauté. Donc nos alliés numéro 1, ce sont eux. Et côté client, ce sont des personnes qu'on a rencontrées, c'est un peu différent, ce sont des personnes qu'on a rencontrées lors de salons. Donc c'est des personnes qui sont plutôt venues vers nous en nous disant que ce qu'on faisait c'était intéressant, qu'on avait des bonnes idées, voilà, ou alors nous challenger, au contraire nous dire qu'on devrait faire comme ci ou comme ça. Et du coup, on s'est dit qu'il y avait en tout cas que ces personnes-là, elles avaient envie de créer du lien, elles avaient envie de nous aider à construire l'entreprise de demain. Et donc, c'est comme ça qu'on les a recrutées. Et pareil, elles sont toujours là aujourd'hui. On a toujours notre Barbara, notre Fabrice, qui sont là et qui fédèrent cette communauté. C'est très important d'avoir des personnes qui sont convaincues et qui vont rester, en fait, qui vont faire les transitions dans les différentes phases que vont vivre la communauté. Super intéressant. Et tu parles justement de l'importance de ces personnes qui vont fédérer la communauté, qui vont la faire vivre dans le temps. Une communauté, et encore plus pour deux, ça s'anime pour éviter ce que tout le monde craint généralement. Nous, on entend beaucoup parler par des personnes avec lesquelles on échange chez l'ACA, c'est l'essoufflement. Comment on fait pour que ces communautés ne s'essoufflent pas? C'est quoi les méthodes d'animation que vous avez testées au fil du temps et avec quels résultats? Alors effectivement, c'est un point très très important, le renouvellement de la communauté. Donc je vous le disais, on a ces pionniers dans les deux communautés, que ce soit côté client et côté collaborateur. On a des pionniers qui sont là depuis le début. C'est très important déjà de dire à ces personnes qui sont là depuis le début qu'elles sont vraiment libres en fait de rester ou de partir. Il faut vraiment leur donner cette ouverture, c'est-à-dire que quand elles en ont assez, quand elles-mêmes elles s'essoufflent, il faut pas hésiter et elles ont le droit, il faut qu'elles se sentent 100% à l'aise avec ça. Elles ont le droit de passer le relais. Donc ça, c'est vraiment déjà la base pour créer la communauté et puis pour la faire durer dans le temps, c'est donner la liberté aux membres fondateurs de pouvoir passer leur tour et donner la main à quelqu'un d'autre. Le deuxième point, c'est de recruter de nouveaux membres. Donc comment on recrute de nouveaux membres? On va faire de la communication sur les différents clubs, donc que ce soit en interne ou en externe. On va essayer d'en parler. Et ce qui fonctionne très très bien, c'est vraiment l'apprentissage numéro 1, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire qu'en fait, les gens vont se parler entre eux, que ce soit côté collaborateur ou client. Ils vont se parler entre eux et puis ils vont venir une fois, deux fois à nos rencontres. Ils vont avoir envie de rester, ils vont parler à leurs voisins, etc., etc. Et c'est comme ça qu'en fait, on élargit le cercle de la communauté et qu'on fait entrer de nouvelles personnes. Et c'est difficile de faire rentrer de nouvelles personnes parce que il faut, en fait, quand on construit une communauté, on a un liant qui est la confiance. On place beaucoup de notre confiance dans cette communauté, dans les membres qui composent la communauté. Et donc, faire rentrer un nouveau membre, c'est toujours une prise de risque. C'est une prise de risque sur est-ce que cette personne-là va être en adéquation avec l'univers de la communauté, avec son état d'esprit, avec ses motivations, ses valeurs, etc. Mais ça vaut vraiment le coup de prendre le risque. Et puis des fois, c'est super vertueux, ça marche très très bien. Et puis des fois, effectivement, on n'a pas fait le bon recrutement. Et donc dans ces cas-là, c'est des situations qui sont toujours très difficiles à gérer, mais qu'il faut gérer parce que c'est la survie de la communauté qui est en jeu. Et donc il faut savoir mettre un peu une personne de côté ou de faire comprendre, en tout cas rappeler les messages. C'est aussi le collectif qui va pouvoir juger en fait de la qualité de nos recrutements.
Donc ça, c'est très important de faire des points réguliers sur les recrutements, sur la façon, le rythme qu'on doit donner à ces recrutements, etc. Super intéressant. Merci beaucoup pour ces éléments. Et j'en profite du coup pour te poser une question maintenant qu'on a un peu plus de contexte sur la manière dont ces communautés-là vivent, dont elles ont été créées, dont vous les faites évoluer au cours du temps. C'est quoi, avec le recul, vos plus grandes fiertés sur ces clubs d'ambassadeurs? Enfin, tes plus grandes fiertés, mais je dis vos parce qu'il y a d'autres personnes qui gèrent ces clubs-là maintenant. Et en quoi ces clubs vous ont aidé à accélérer dans la mise en place de la démarche RSE? Alors en fait, on va être fiers quand on va avoir une idée qui va se concrétiser, quand il va y avoir quelque chose qui va être né de la communauté. J'ai un exemple qui concerne un sujet plutôt de diversité et d'inclusion qui s'est produit pendant le Covid. On a donc dans notre communauté d'ambassadeurs engagés, donc les collaborateurs, on avait tous, vous vous souvenez, le masque obligatoire. Et on a un magasin à Condé-sur-Lescaut qui avait un employé qui était sourd et malentendant. Et il y a une ambassadrice engagée, Annie, qui nous a alertés sur le fait que cette personne, il s'appelle Vincent, elle était éloignée à cause du port du masque. Donc en fait, Vincent, il faisait de la lecture labiale, de la lecture sur les lèvres pour pouvoir communiquer avec ses collègues. Et à cause du port du masque obligatoire, il avait de plus en plus de mal à communiquer et il était de plus en plus isolé. Et donc Annie, elle nous a proposé de mettre en place un programme d'apprentissage de la langue des signes française. Et grâce à ça, en fait, on a travaillé avec l'équipe des ambassadeurs engagés, on a essayé de voir ce qui serait le plus adapté pour nos magasins Carrefour, etc. Et on a mis en place le programme qui s'appelle Oui à tous nos clients sourds et malentendants. Et maintenant, grâce à cette communauté des ambassadeurs engagés, tous les collaborateurs de l'entreprise qui sont au service des clients connaissent les 10 signes essentiels pour communiquer avec nos clients sourds et malentendants. Donc, les collaborateurs, ils savent dire en langue des signes « Bonjour, merci, avez-vous besoin d'aide ?» Voilà, il y en a 10 comme ça. Et une langue, ça s'apprend évidemment, ça s'entretient. Donc, il y a une petite fiche mémo qui se trouve à chaque point d'accueil et à toutes les caisses des magasins Carrefour. Et ça, c'est vraiment un projet qui est né suite au Covid de la communauté des ambassadeurs engagés et qui est toujours, en 2024, qui est toujours la réalité de l'entreprise. Et ça, du coup, c'est une grande fierté. C'est vraiment rendre concret des idées qui naissent comme ça. On ne sait pas si ça va marcher ou pas, si ça va prendre. Et puis quand ça marche, c'est vraiment une grande fierté. Il y a un deuxième exemple qui est intéressant et là qui concerne plutôt la RSE, qui est l'anti-gaspillage alimentaire. Vous connaissez peut-être les paniers anti-gaspillage alimentaire qu'on trouve dans les magasins Carrefour et maintenant chez d'autres distributeurs. Et donc ça, ces paniers anti-gaspi, ils sont nés, pareil, de collaborateurs qui voyaient que des fruits et des légumes en fin de journée allaient être jetés ou voilà, que ça allait pas donner de valeur jusqu'au bout de la chaîne. Et du coup, ils ont décidé de créer ces paniers anti-gaspi. Et c'est un vrai succès chez Carrefour et c'est encore plus un succès parce que du coup, c'est allé au-delà de l'entreprise. On a nos concurrents qui se sont inspirés de cette bonne idée. Ah mais c'est génial, j'adore. Il me semble que la première histoire que tu racontes très bien d'ailleurs. J'ai déjà entendu de ta part sur peut-être une table ronde récemment, mais ça m'étonne pas. C'est tellement, enfin, c'est tellement l'exemple type de ce que peuvent amener ces communautés d'ambassadeurs et du rôle qu'elles ont à jouer pour transformer les pratiques et les habitudes. On parlait dans cette question-là et dans cette partie-là plutôt de fierté. Bon, bien sûr, j'imagine que comme c'est des sujets nouveaux, tout s'est pas passé parfaitement. Il y a forcément des freins que vous avez rencontrés, des erreurs que vous avez commises. Est-ce qu'il y en a certaines que tu veux mettre en avant pour d'autres personnes qui vont se lancer dans ce sujet-là, pour les aiguiller? Alors la première chose qui est importante quand on quand on anime une communauté et quand on souhaite fédérer autour de sujets comme ça de société, c'est de bien écouter les besoins des membres de la communauté pour que en fait ça crée de l'adhésion, ça crée un sentiment de fierté. Moi, je viens de vous partager mes fiertés au travers de ces clubs. C'est très important que tous les membres de la communauté soient fiers des réalisations qu'ils vont mener. Et en fait, pour être fier de ça, il faut être convaincu et il faut toujours que les idées viennent des membres de la communauté. Donc c'est très important d'être toujours à l'écoute de la communauté
et de faire cette écoute régulièrement pour toujours être dans la bonne dynamique et dans la bonne trajectoire. Parce que des fois, on peut avoir tendance à écouter les besoins finalement de la hiérarchie, les besoins de la stratégie de l'entreprise, voilà, les besoins d'autres acteurs de l'entreprise, bien évidemment, mais ce sont les membres qui vont faire les choses. Et donc, c'est important que ce soit leurs besoins à eux, leurs envies à eux, pour toujours les garder motivés. Je suis hyper aligné avec toi là-dessus. C'est des choses qu'on voit dans beaucoup d'autres cas et ça va entraîner souvent des dysfonctionnements dans les réseaux d'ambassadeurs qui se sentent un peu court-circuités et où ça perd un peu de son intérêt. Ce qui est intéressant avec ces deux clubs-là, c'est que mine de rien, d'un point de vue temporalité, vous les avez créés à peu près au même moment, même si celui des collaborateurs a été créé un peu avant celui des consommateurs. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux clubs? Oui, alors ça, c'était une demande forte des deux communautés qui ont travaillé au départ complètement en parallèle. Et en fait, on s'est rendu compte, et ils nous l'ont exprimé volontairement, ils nous ont demandé à se rencontrer parce qu'on parlait toujours des collaborateurs engagés, des consommateurs engagés. Et en fait, les uns servent l'autre et vice-versa. Et donc, il y a un moment où c'est devenu indispensable de les faire se rencontrer, de les faire échanger, puisque bah voilà, les collaborateurs et les clients finalement, bah, ils sont toujours amenés à échanger, et ça donnait beaucoup de sens à la fois aux consommateurs et à la fois aux collaborateurs de se rencontrer et d'échanger sur des thématiques communes. Euh, et c'était très enrichissant pour vraiment tout le monde, de pouvoir rendre concret et puis de pouvoir mettre des visages aussi sur qui sont nos clients engagés, qui sont les collaborateurs engagés. Ça a humanisé complètement la relation entre ces deux clubs. Et du coup, on a essayé de le faire. Alors, on a beaucoup fait de réunions en distanciel. Donc, c'était assez facile finalement. Quand on faisait une réunion en visio avec une des communautés, hop, on partageait. Il suffisait de partager l'invitation à l'autre club. Et comme ça a vraiment créé des liens très facilement. Et ça a été très vertueux. Maintenant, là où il faut qu'on aille encore plus loin, c'est de pouvoir se faire rencontrer les consommateurs engagés et les collaborateurs engagés dans le magasin, en présentiel. Ça, c'est vraiment ce vers quoi on veut tendre. Et c'est pas facile pour le coup. Ce sera la prochaine étape. Et tu disais au tout début, enfin quand tu expliquais les différents postes dans lesquels tu avais été chez Carrefour, qu'aujourd'hui tu étais plutôt sur les sujets de diversité et inclusion. On en parlait quand on préparait l'entretien, c'est plus toi qui gères aujourd'hui ces communautés que tu as contribué à créer. Est-ce que tu peux quand même nous partager un état des lieux de là où ça en est aujourd'hui et des prochaines grandes étapes? Quelques chiffres sur le nombre de personnes qui sont impliquées, la vision à 1 ou 2 ans. Est-ce que c'est une communauté qui est internationale ou juste en France? Alors effectivement, c'est plus moi qui anime ces communautés. Et être animateur de communauté, c'est un vrai métier. Ça, c'est vraiment un point que je veux souligner parce que on sous-estime souvent le rôle de l'animateur de communauté. Mais voilà, il faut avoir en compte quand on met en place une communauté comme ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et que du coup, c'est difficile de faire plusieurs choses. C'est pas quelque chose qu'on fait en plus comme ça quand on a 5 minutes. C'est vraiment, il faut qu'il y ait un plan de communication, un calendrier d'animation. C'est vraiment un vrai métier. Les communautés d'ambassadeurs engagés et de collaborateurs engagés, de clients et de collaborateurs engagés, elles étaient très animées quand j'y étais, puisque du coup, moi, c'était 100% de mes missions quasiment. Et quand j'ai changé de poste, il y a eu une petite période de latence qui s'est installée. Et donc aujourd'hui, on est en train de réanimer ces communautés. Donc j'ai ma collègue qui a pris le relais côté RSE et qui est en train de justement se former à l'animation de communauté, réactiver tout ça, parce que le terreau est toujours là. Et du coup, ça c'est hyper important. On a quand même réussi à préserver et à garder nos ambassadeurs engagés, nos collaborateurs, nos consommateurs engagés actifs. Mais il faut réenclencher vraiment l'animation de ces communautés. Et notre objectif, c'est que donc les ambassadeurs engagés, je vous l'ai dit au tout début, c'est une communauté internationale avec des super-héros dans tous les pays du groupe. Donc ça, ils existent toujours, ils ont continué à être animés dans les différents pays.
Et là, l'objectif, c'est maintenant de fédérer vraiment une communauté internationale dans laquelle pourront être réunis tous ces super-héros dans chacun des pays. Donc plutôt un enjeu de fédérer la communauté à l'échelle internationale. Et côté client, donc on avait un club des consommateurs engagés en France, on en a un en Espagne également. Et là, notre engagement, c'est d'en développer un dans chacun des pays du groupe. Donc voilà, c'est très prometteur. Pareil, après, il faudra fédérer tous ces clients engagés. Mais la feuille de route pour 2024, c'est d'avoir un club de clients engagés dans chacun des pays du groupe. C'est génial. Vraiment, c'est fou de voir comment relativement peu de temps finalement, vu que le début c'est 2020, il y a, enfin, là où vous avez réussi à arriver aujourd'hui, je vois que le temps tourne. Florence, je vais passer sur ma dernière question. Pour finir, pour toutes les personnes qui nous écoutent, qui ont créé des réseaux d'ambassadeurs RSE ou qui souhaitent le créer, ce serait quoi tes recommandations principales? Que ce soit pour des clubs côté client, même si c'est plus rare, ou des clubs côté collaborateurs. Alors les conseils que je peux donner, c'est, je vous l'ai déjà dit un petit peu, c'est bien d'écouter les besoins de vos membres. Ça, c'est hyper important. Et ensuite, il ne faut pas hésiter à tester des choses, à faire des petites actions en local, dans un magasin, dans un siège, un entrepôt. Ça dépendra de où agissent vos membres. Mais vraiment, tester des choses. Et puis, si ça fonctionne, déployer et agrandir à chaque fois le cercle. En fait, quand on anime une communauté, on commence généralement tout petit, avec un petit noyau, un point central. Et puis, on élargit au fur et à mesure en fonction de nos succès, en fonction des projets qu'on mène, des ambitions du groupe, de la motivation du groupe. Mais c'est important d'avoir cette idée qu'on commence tout petit, et c'est pas grave, c'est très bien. Et après, on élargit, on agrandit le cercle et on agrandit les actions que va proposer à nos différents membres. Je suis hyper aligné avec cette recommandation. Tout ce que tu dis, hyper important de tester. Nous, il y a trop souvent des personnes avec lesquelles on échange qui nous disent je vais attendre d'avoir un ambassadeur dans chacun de mes, par exemple, 300 magasins en France avant de réellement commencer à animer la communauté. C'est une grosse erreur vu qu'il faut commencer petit pour comprendre les enjeux, comprendre ce qui se passe, comprendre ce qui marche et ce qui marche pas. Et ensuite pouvoir adapter et faire grandir sur des bases solides, comme dans tout d'ailleurs. Merci beaucoup Florence, c'était vraiment passionnant. J'ai adoré t'écouter, je pense même que la plupart des personnes qui écouteront trouveront ça très intéressant et que ça servira à beaucoup. J'espère que je pourrai te retrouver sur un autre épisode pour parler d'un autre sujet, potentiellement peut-être plus sur les sujets de diversité et inclusion si ça te tente. En tout cas, je te redis merci beaucoup et à bientôt. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci d'avoir écouté le podcast Leader RSE du jour. J'espère que ça vous a plu. Pensez bien sûr à liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Ciao!